Bonjour à tous, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui porte sur le support physique qui va transmettre notre information et qui va nous amener vers deux notions fondamentales, à savoir la notion de codage en ligne et la notion de modulation. Donc pour ça, on va reconsidérer l'exemple qu'on avait donné dernièrement avec le cas de la liaison RS-232 qui permettait de transmettre l'information de notre balise GPS à bord du bateau vers le microcontrôleur. Alors dans notre cas, la balise était très proche, même collée, et on a vu qu'il n'y avait eu aucun souci pour transmettre l'information. Alors ici, j'ai essayé de simuler, d'émuler la situation dans laquelle on se trouvait. Alors là, on peut pas parler de liaison, on peut pas parler vraiment de transmission d'information. On a juste ici un générateur de signal et puis un oscilloscope. Mais pour cette petite manip, on va considérer que notre générateur de signal, c'est notre émetteur et l'oscilloscope, c'est notre récepteur. Notre générateur de signal génère un signal carré d'amplitude 5 volts et de valeur moyenne 2,5 volts, ce qui finalement nous met dans la situation dans laquelle on était, à savoir un signal logique qui est représenté par un signal électrique de type TTL, à savoir un niveau à 0 volts lorsqu'on a un 0 logique et un niveau à 5 volts lorsqu'on a un 1 logique. Dans cet exemple, pas d'information en particulier considérée, on a juste une succession périodique de 0 et de 1, donc de 0 volts et de 5 volts. Alors je vous ai dit qu'on allait dans cette vidéo plus particulièrement s'intéresser au support physique de la transmission de l'information. Ici on est sur une liaison filaire, on a à peu près une longueur de 1 mètre de câble. Puis on voit qu'on arrive à récupérer un signal plutôt clair, on arrive à discriminer facilement nos niveaux à 0 volts et nos niveaux à 5 volts, donc on arrive à récupérer nos différents niveaux binaires et donc notre message. La question qu'on va se poser est la suivante: qu'est-ce qui peut se passer si on augmente cette distance-là? Alors pour représenter ce phénomène, je vais utiliser deux fils intermédiaires, un fil noir ici pour le fil de masse et un fil rouge pour le fil du signal. Alors ces deux fils qui mesurent à peu près 2 mètres de long. Et puis, j'ai un petit peu triché afin de mettre un peu plus en avant les phénomènes que je veux vous montrer, en enroulant ces deux fils. Donc, on débranche notre liaison. On relie nos deux pinces croco avec le fil de masse. Et on vient installer notre fil de données, notre grand fil rouge de 2 mètres. Et voilà le signal qu'on obtient. Donc on voit qu'en éloignant l'émetteur et le récepteur, c'est ce qu'on a fait en interposant cette paire de fils, on voit qu'au niveau du récepteur, on ne retrouve plus la forme carrée de notre signal émis. Donc voilà les deux captures d'écran de l'oscilloscope. Premier cas qu'on va appeler à courte distance, donc notre signal, donc notre information, et le cas qu'on va appeler ici à longue distance, où on voit que notre signal carré est déformé, et ce qui peut entraîner un problème au niveau de la réception de l'information. En effet, à plus longue distance, donc en exagérant le phénomène, voilà dans la situation dans laquelle on pourrait se retrouver. Donc sur cette illustration, notre signal carré serait tellement déformé qu'on se retrouverait dans des situations où une information correspondant ici à un zéro logique pourrait être interprétée par le récepteur comme un 1 logique. Parce que justement la transition entre un niveau élevé et un niveau bas ne se fait plus clairement au niveau du signal électrique. Et donc cette distorsion de notre signal peut poser de vrais problèmes pour transmettre une information. Alors essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on perde cette nature carrée de notre signal. Alors sachez qu'un signal carré peut être considéré comme une somme, une très grande somme, on appelle ça une somme infinie, de plusieurs signaux sinusoïdaux, de différentes fréquences. Et c'est ce qu'on observe ici sur cette petite animation. Et en continuant cette somme de signaux sinusoïdaux à des fréquences à chaque fois plus élevées, on tendra de plus en plus vers un signal carré parfait. Et donc, si on revient observer ce qu'on a obtenu sur notre oscilloscope, on remarque qu'il y a certaines composantes sinusoïdales d'assez haute fréquence qui ont disparu, et ce qui a amené justement la dégradation de notre signal carré. Et donc notre support physique a entraîné un phénomène de filtrage, donc une atténuation, voire une disparition de certaines fréquences qui étaient présentes dans le signal initial. Alors dans notre cas, c'est des hautes fréquences qui ont été atténuées, mais il peut y avoir très bien une atténuation de basse fréquence. Pour comprendre à quoi correspondrait cette composante de basse fréquence sur notre signal carré, on va revenir une nouvelle fois sur ces deux captures d'écran, et la composante de très basse fréquence
de notre signal initial correspond en fait à ce qu'on appelle la composante continue de ce signal, à savoir la valeur moyenne de celui-ci. Et alors là, on ne l'a pas observé dans ce cas-là, mais cette composante de très basse fréquence qui correspond à la composante continue de notre signal sera amenée sur de plus longues distances ou avec un autre support physique de communication à s'atténuer, et donc, d'une même manière, on aura une déformation de notre signal initial. Alors ce phénomène de filtrage, il est dû aux propriétés de l'électricité à certaines fréquences, et ces propriétés, en fonction du support physique qui est utilisé, peut mener également à d'autres problèmes de transmission. On peut citer par exemple des phénomènes de bruit et de parasites. Donc ici, dans notre cas, ce n'est pas quelque chose qui était très problématique, mais qui peut poser plus de difficultés dans certaines situations. Et puis, un autre problème qui peut se poser, alors c'est un problème qui ne s'est pas posé dans notre cas, mais c'est un problème qui peut arriver avec certaines liaisons, et notamment lorsqu'on se retrouve avec un signal qui varie peu, c'est-à-dire quand on va avoir une grande succession de 1 ou une grande succession de 0, il peut y avoir une perte de la synchronisation de l'émetteur et du récepteur, ce qui va, là aussi, empêcher de décoder correctement le signal. Et donc on voit que pour transmettre correctement une information, il ne suffit pas de définir proprement un protocole, élément qu'on a détaillé dans les vidéos précédentes. Mais il va y avoir la nécessité d'adapter le signal au canal de transmission utilisé. Alors quand on parle de canal de transmission, on fait directement référence au support physique ou au milieu de propagation du signal. Et une des grandes difficultés qui se présentent, et vous l'avez vu avec l'exemple d'OpenSC, qui met en œuvre un grand nombre de protocoles de communication différents, un grand nombre de liaisons différentes, c'est que justement ces canaux de transmission sont extrêmement variés et plusieurs peuvent être mis en œuvre sur un même système. Alors, il n'y a pas la nécessité de les connaître par cœur, mais il est important d'avoir une certaine culture technique en première spécialité sciences de l'ingénieur. Et donc, ce qui sera déjà important, c'est de distinguer deux catégories principales auxquelles on va être confronté. La première catégorie, c'est ce qu'on peut appeler les supports guidés. Donc pour faire simple, il s'agit ici de faire transiter le signal à travers un fil. Alors, il peut s'agir de ce qu'on appelle des câbles coaxiaux. C'est ce que vous avez peut-être déjà vu avec les vieux fils d'antenne, également les paires torsadées. Mais ces supports guidés ne sont pas forcément des fils de cuivre, des fils conducteurs, ça peut être aussi des fibres optiques. Donc aujourd'hui de plus en plus utilisés. Et puis il y a les supports non guidés, qu'on peut regrouper presque entièrement dans la catégorie des ondes radio omniprésentes dans le monde dans lequel on vit, et plus particulièrement dans l'exemple d'OpenSC, avec le Bluetooth, à travers la communication entre la balise GPS et le satellite, mais aussi à travers la mise en œuvre des puces RFID, et puis des supports non guidés, moins connus et moins utilisés, un petit peu plus anecdotiques, comme l'utilisation de faisceaux laser aériens. Ces différents supports physiques, de ces différents canaux de transmission, ont des particularités. Alors évidemment, il y a des particularités, des caractéristiques économiques. Ces canaux de transmission ont tous des coûts différents, ont tous une simplicité d'installation et d'exploitation différente. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les caractéristiques techniques de ces supports qu'il est nécessaire de prendre en compte. Alors je vais citer ici les principales caractéristiques. Il y a évidemment la vitesse de propagation, qui va être différente d'un support à un autre. Il y a le phénomène d'atténuation, c'est-à-dire que pour chaque support, il va y avoir, pour une longueur donnée, une certaine atténuation du signal. On peut considérer aussi une caractéristique qui a certains liens avec la précédente, à savoir ce qu'on appelle l'impédance du canal de transmission. Alors c'est un terme que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez le rattacher ici en première approximation à la notion de résistance électrique. Et puis une caractéristique qui représente une notion très importante pour vous dans ce cours, c'est la notion de bande passante. Qu'est-ce que c'est que la bande passante? Pour un canal de transmission donné, différents signaux, on va dire ici sinusoïdaux, qui seraient émis à différentes fréquences, ne seront pas atténués de la même manière en fonction de leur fréquence. Dans cette petite illustration, on voit par exemple que seulement cette onde sinusoïdale avec sa fréquence intermédiaire passerait à travers le canal de communication, à travers le canal de transmission, et que les autres fréquences, ici la plus basse, ici la plus haute, seraient filtrées. Et donc on définit la bande passante, définition que vous avez à connaître, comme étant l'intervalle de fréquences, ce qu'on appelle communément le spectre,
dans lequel les signaux sont reçus avec une amplitude suffisante. Et c'est d'ailleurs cette bande passante des deux fils qu'on a utilisés tout à l'heure dans la petite manip qui a entraîné cette dégradation du signal. Et donc, quand il s'agit de transmettre une information sur un canal de communication, il va donc être nécessaire de ne pas envoyer le signal tel quel sur ce canal, mais de l'adapter. Et donc on va s'intéresser à la première de ces méthodes, et qui concerne seulement les supports guidés, et plus particulièrement le transport sur fil. C'est seulement dans la deuxième partie qu'on s'intéressera à l'adaptation de l'information pour des supports non guidés, comme les ondes radio.